C'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à ce club qui m'est devenu très particulier et où je me sens comme chez moi, ici en France. En mai dernier, mon premier roman, Cours brûlant, Paris 1968, a été publié par l'Harmattan, alors que la France célébrait le 50e anniversaire des événements de mai. Le mois dernier, j'ai été interviewé par la journaliste Sandy Berthemieux pour le magazine littéraire Idem à Montpellier. Sandy m'a demandé ce qui avait déclenché l'écriture du roman, son point de départ. Je lui ai répondu que ça avait été le fait d'avoir écouté le discours du général de Gaulle à la radio le 30 mai 1968. Françaises, Français, je ne me retirerai pas, je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur et la solidité méritent l'hommage de tous. Voilà. Il faut mon uniforme. Voilà. Je me souviens de ces mots et je me souviens d'avoir marché au milieu de la foule qui chantait sur les Champs-Élysées, mon magnétophone portable à la main, cramponné à mon appareil photo Kodak Brownie et me disait que je pourrais un jour écrire une histoire là-dessous. Voilà quel a été le point de départ. Cours brûlant est un roman historique racontant l'histoire de Robbie Sandberg, un jeune Américain étudiant à Paris en ce mois de mai. Tout juste sorti de l'adolescence, il trouve la mort et découvre l'amour. Oui, il trouve l'amour et découvre un inquiétant secret d'état dans le contexte troublé de cette année fatidique. Alors, c'est une histoire d'amour, doublée du récit d'une intrigue en première ligne de la révolte étudiante de Nanterre, au cours des pourparlers de paix secrets visant à mettre fin à la guerre du Vietnam, et dans le contexte des élections présidentielles américaines de 1968. Alors, 1968, c'était il y a 50 ans. Pour ceux qui s'en souviennent, ce fut un moment extraordinaire d'histoire ici en France et aux États-Unis. En Amérique, 68 a été une année de tourmente, avec des émeutes au cœur des villes, des attentats à la bombe, des voitures et des bâtiments incendiés, les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy. En France, c'était une époque où la jeunesse se rébellait contre l'autorité, rejetant les institutions, les dirigeants du pays et les partis politiques. Une période de troubles sociaux, économiques et politiques qui a abouti à une grève à l'échelle nationale. Les étudiants enragés de 1968 n'avaient pas de plan ni organisation centralisée, mais faisaient partie d'un mouvement qui s'est développé spontanément, traversant les frontières, renversant l'établissement, un mouvement devenu viral avant l'arrivée d'Internet. Les forces politiques, économiques et sociales à l'œuvre en 1968. En Amérique, les mouvements de droits civils, anti-guerre et féministes. En France, les mouvements étudiants et ouvriers. Tout opérant à des niveaux distincts, sans connexion ni alliance, mais chacun ayant un impact sur l'autre d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Je crois que ce qui a rendu cela possible, ce fut la nouvelle technologie de la télévision. Bien qu'elle s'en ait encore été qu'à à ses débuts, la couverture télévisée a diffusé les événements dans le monde entier
comme jamais auparavant. Les étudiants de Paris, Rome, Mexico et Prague ont ainsi découvert les tactiques utilisées ailleurs et on peut les copier. C'était le début de ce que l'écrivain canadien Marshall McLuhan allait appeler le village planétaire, lorsque pour la première fois, les gens du monde entier peuvent assister à des événements tels que les guerres, des alunissages, des rébellions en temps réel, quelque chose que nous tenons pour acquis aujourd'hui, mais qui était nouveau en 1968. C'était le prémisse d'une conscience globale qui, depuis cette époque, a été propulsée à très grande vitesse par l'ordinateur, Internet, les journaux télévisés 24 heures sur 24, les réseaux sociaux et les smartphones. Aujourd'hui, nous sommes connectés et interconnectés à un point que les dirigeants des mouvements étudiants et ouvriers de mai 1968 n'auraient jamais pu imaginer. Pourtant, je me demande si cette course à grande vitesse vers le monde interconnecté, vers une économie globalisée, n'a pas entraîné autant de préjudices que de bienfaits. Au lieu de répandre l'empathie, l'intégration économique rapidement semble protéger la peur d'une part et la passivité d'autre part. Au lieu de promouvoir la recherche de la vérité, Internet et les journaux télévisés diffusés 24 heures sur 24 nous noient dans un flot incessant d'informations, un torrent connu de sensationnalisme bénéfique pour l'audience des médias, mais pas tellement propice à une compréhension plus nuancée des problèmes complexes. En réponse à la peur du changement économique, culturel et social, un nombre croissant de personnes, en particulier ceux qui n'ont pas bénéficié de l'économie mondiale, se réfugient dans des idées et des idéologies qui divisent les gens et les cultures au lieu de célébrer la diversité et de rassembler les gens. La journaliste américaine de CNN, Jim Bitterman, appelle ce groupe les perturbateurs. Alors, nous nous retrouvons à vivre dans un monde où des valeurs fondamentales telles que la primauté du droit, la liberté de la presse et la liberté de culte sont remises en question sous de nouvelles formes. Un monde où la coopération internationale cède la place à un nouveau provincialisme et un isolationnisme, où des dirigeants préoccupés par les problèmes principaux cèdent la place à ceux qui exploitent les actualités en recourant au plus petit dénominateur commun, à savoir les préjugés et la peur. Nous constatons ces tendances dans les discours politiques tenus dans le monde entier, en Italie, en Pologne, en Autriche, dans la résurgence de l'extrême droite en Allemagne et au Brésil, et dans le mouvement de Brexit en Angleterre. Et bien sûr, nous le constatons avec l'élection de M. Trump dans mon pays. Les paroles et les actes de Trump altèrent le savoir-vivre, affaiblissant les institutions publiques et mettant en pièces les normes sur lesquelles une société démocratique doit reposer. Mais ce problème ne concerne pas seulement les États-Unis. Nous le constatons affecter les démocraties libérales à travers le monde par l'aggravation de la polarisation politique et sociale, la tribalisation de la vie nationale,
la dualité dans la façon d'envisager des problèmes, les gens qui parlent sans écouter au lieu de dialoguer, les clashs entre anciens amis et même entre membres d'une même famille. Nous le constatons dans la montée des théories de complot, dont beaucoup sont volontairement antisémites, dans les tweets sombres de la nouvelle droite radicale qui gangrène la sphère politique, la résurgence des revendications du sang et du sol au détriment de l'ouverture de l'esprit et du respect de l'humanité. Alors, il y a 183 ans, un autre de vos compatriotes, Alexis de Tocqueville, exprimait ses observations avisées sur la démocratie dans son célèbre livre de la démocratie en Amérique. Il nous avertissait que la démocratie pouvait se monter habile pour inventer de nouvelles formes de tyrannie, parce que l'égalité radicale pouvait conduire au matérialisme d'une bourgeoisie en expansion et à ce qu'il a appelé l'égoïsme de l'individualisme. Dans de telles conditions, souligne-t-il, les gens risqueraient de se prendre d'un goût désinvolte pour les plaisirs du présent, au point de perdre tout l'intérêt pour l'avenir de leurs descendants et de se laisser docilement et aveuglement menés par une force despotique. Les sociétés libres ne meurent pas du jour au lendemain. La montée en puissance d'un climat de peur est un signe de leur l'affaiblissement. Il en va de même du développement d'un culte de la personnalité, de la dénaturation du sens des mots et de la propagation de mensonges et de déformation des faits. Nous sommes arrivés, je crois, à un moment où les extrémismes politiques de droite ou de gauche ont remporté ou fait remporter des victoires importantes dans presque toutes les élections majeures récentes, au Pakistan, au Mexique, en Italie, en Suède, au Royaume-Uni, au Venezuela et au Brésil. Et nous verrons ce qui se passera demain quand les Américains se rendront aux urnes. Aujourd'hui, la grande expérience de l'unité européenne est plus que jamais menacée. En Amérique, des institutions séculaires telles que la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, des avancées en matière de protection de l'environnement et de soins de santé accessibles sont en péril. Au beau milieu de cette dérive vers les extrêmes politiques, vers un mode de gouvernement fondé sur la peur, l'atavisme et la manipulation, je suis très fier que le peuple français ait rejeté cette voie et élu un centriste inspiré, le président Macron. Les États industriels contemporains doivent parfois s'adapter à des changements douloureux, mais ils doivent le faire, je crois, d'une manière qui favorise l'ascension sociale et protège les avancées économiques et sociales obtenues par les citoyens grâce de nombreuses années de lutte. Les sentiments de peur et d'insécurité économique, sociale et culturelle des perturbateurs doivent être abordés avec sincérité et de manière constructive. La voie de la réforme économique et sociale est souvent semée d'obstacles et certains jours, elle peut sembler impossible à réaliser. Mais il est important, je crois, que l'effort soit fait, surtout par le peuple de France, surtout en cette période d'histoire. Je me souviens avoir gravi l'escalier de Sciences Po en 1968, et avoir vu
une inscription écrite sur un mur. Elle disait « Être libre en 1968, c'est participer ». Je suis frappé par la pertinence de cette inscription dans le contexte du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Malgré tous les bouleversements chaotiques des événements de mai, à l'époque, les gens se tenaient libres de remettre en question l'autorité, de parler ouvertement du changement social et économique. À cette époque, les gens n'avaient pas peur de choquer, un moment rare de réflexion collective dans le monde entier et dans lequel la France a joué un rôle de premier plan. En mai 2018, j'ai visité une exposition des photographies consacrées aux événements de mai 68 et j'ai remarqué que la plupart des photos montraient des scènes de violence. Mais je crois que pour la plupart des Français, les souvenirs des événements de mai n'évoquent pas seulement la violence, mais aussi ce passe-temps pour lequel vos citoyens ont une passion et un talent rare. Parler, échanger des idées, discuter. En mai 68, pour la première fois dans la société française rigide et formelle, encore très ancrée dans le 19e siècle, tout le monde a commencé à dialoguer avec tout le monde. Parler à vos voisins était l'un des nombreux slogans écrits sur les murs de la Sorbonne en 1968. Parlez à vos voisins. Le vrai esprit, je crois, de 68 dépassait largement l'image des enragés jetant des pierres au CRS. C'était l'immense sentiment de libération, de liberté, des gens qui se parlaient dans la rue, à l'université, au théâtre, partout. À mon avis, le pouvoir de ces mots a contribué à balayer un système désuet fondé sur l'ordre, l'autorité et la tradition. Les mots ont engendré la révolution sociale de mai 68 et ont abouti à des réformes significatives.